Bonjour, tu es élève en classe de terminale scientifique, alors sache que tu es au bon endroit. Nous continuons dans notre série de vidéos spéciales préparation aux examens. Aujourd'hui, nous abordons le baccalauréat scientifique, session 2025. Ne bouge pas, c'est juste après le générique. Alors, comme tu peux le constater, juste ici, nous avons la première partie. Comme il est de coutume, c'est un texte. Cette fois-ci, il s'agit d'un texte de Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme et l'humanisme. Un ouvrage plutôt intéressant dans lequel il exprime le caractère libre de l'individu et l'impossibilité pour lui de se voir contraint à agir contre sa nature ou contre sa liberté. Nous savons, il faut lire le texte et même le relire jusqu'à le comprendre. Je l'ai déjà fait avant le début de cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu mets donc pause et tu vas lire rapidement avant que nous continuions. Donc voilà dans un ensemble de questions pour la première partie en rapport avec le texte. Et ici, tu vas le constater par toi-même, c'est la deuxième partie, la dissertation philosophique, l'essai personnel, qui parle d'une citation très intéressante que nous allons aborder tout à l'heure. Commençons donc immédiatement avec la première partie, la vérification des ressources. Définition. Premier concept à définir, existence. C'est quoi l'existence? Comprenons ici que l'existence au sens sartrien, c'est-à-dire d'après Jean-Paul Sartre, c'est le fait d'exister, de se trouver dans la réalité. L'essence, en revanche, s'oppose à l'existence en ce sens que c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, sa caractéristique essentielle. Simplement, lorsqu'on parle d'essence, c'est ce qui distingue une chose d'une autre chose. Le responsable. Que signifie responsable? Responsable, c'est celui qui est capable de poser des actes et d'en assumer les conséquences. C'est aussi la capacité et l'obligation pour l'individu d'assumer les conséquences de ses actes et de ses choix. On comprend cela très bien. Nous poursuivons donc avec le A2, la vérification des savoir-faire. Notamment, on demande le thème et le problème philosophique. Dans cet extrait, là, c'est le thème. Dans cet extrait de son texte, Jean-Paul Sartre se penche sur le thème de la liberté et la responsabilité humaine. Il interroge la liberté et la responsabilité humaine. L'auteur ici, et là c'est le problème philosophique, traite du problème de la nature de la liberté et de la responsabilité. Il voudrait donc savoir ce que c'est que la liberté et la responsabilité. On aurait pu parler aussi ici de la définition ou même du sens, voire même de l'essence des concepts de liberté et de responsabilité. Ça aurait toujours été vrai. Thèse de l'auteur, donc, l'homme est absolument libre et responsable. Voilà la thèse de Jean-Paul Sartre. On explique un peu. Puisqu'il n'y a pas de nature humaine fixée d'avance ni de Dieu pour dicter des valeurs, l'homme est condamné à inventer son propre destin par ses choix et j'ajouterais même par ses actions. Structure logique du texte, nous savons, c'est trois parties. Le postulat, les arguments et enfin la conclusion. Notre postulat ici, nous le savons comme d'habitude, le postulat, c'est la thèse de l'auteur, du moins c'est ce qui concerne cette épreuve. Le postulat, nous disons donc, l'homme est absolument libre et responsable. Argument, deux arguments, notamment, premier argument, l'absence de Dieu et de valeur absolue. Ainsi, puisque Dieu n'existe pas, il n'y a pas de valeur morale inscrite dans le ciel pour nous dire quoi faire. Il est seul face à ses actes. L'homme reste et demeure libre. Il est seul face à ses actes. Il n'y a pas de valeur absolue qui viendrait de on ne sait où pour pouvoir imposer sa manière d'agir ou de faire. Autre argument, le paradoxe de la condamnation. Ici, l'auteur utilise l'oxymore, c'est une figure du style qui consiste à utiliser des concepts qui sont contradictoires pour mieux expliquer une réalité. Il utilise donc l'oxymore condamné à être libre, c'est-à-dire on ne choisit pas de naître, mais une fois né, on est forcé de choisir. C'est le pouvoir d'autodétermination. C'est donc un certain pouvoir que l'être humain a, d'après Jean-Paul Sartre, de pouvoir se déterminer, c'est-à-dire donner une nature ou bien une existence particulière à sa vie, pardon. Nous continuons dans la conclusion. Conclusion dont nous disons, en somme, la liberté n'est pas un cadeau léger, c'est une charge totale, pleine de responsabilités. Être libre, c'est être entièrement responsable de ce que l'on devient. Et ouais. Nous poursuivons donc, deuxième partie, la vérification de l'agir compétent. Essai personnel.
En te fondant sur ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, est-il légitime de penser avec Wordsworth que, deux pour les guillemets, l'enfant est le père de l'homme? Je pense qu'on comprend immédiatement que cette citation nous appelle à réfléchir sur les notions comme l'inconscient d'abord, ensuite la conscience, c'est-à-dire leur place dans la constitution du psychisme humain, c'est-à-dire quel statut ils occupent dans le processus de connaissance de l'être humain ou de construction de sa personnalité. Nous commençons donc, comme de coutume, par l'analyse et la compréhension du sujet. Premièrement, l'explication des mots et des concepts clés. Premièrement, enfant. Ici, l'enfant n'est pas seulement l'âge chronologique, mais les premières expériences, les traumatismes, les joies passées, les joies et le passé, pardon, les apprentissages précoces. Donc, dans le concept d'enfant, ici, on va voir l'ensemble des événements ou des expériences que l'enfant ou bien qu'un être humain à une phase donnée de son évolution a subi qui le marque de manière indélébile. Nous poursuivons le père. Ici, le père est à prendre au sens métaphorique ou bien imagé. C'est encore ce qu'on appelle au sens figuré. C'est celui qui engendre, qui donne naissance, qui oriente et qui commande. Celui qui est la cause. L'homme. L'homme ici, c'est l'adulte, l'être formé, socialisé, qui est doté de raison et d'une conscience ainsi que de responsabilité. Est-il légitime? Cela signifie, est-il logiquement et scientifiquement fondé de l'affirmer? Est-ce que c'est vrai? Présupposé donc, l'homme adulte est le résultat d'une construction qui a commencé dès le berceau, dès l'enfance. Reformulation. Peut-on raisonnablement soutenir que la personnalité et la vie de l'adulte sont essentiellement déterminées par l'enfance? Voilà donc une reformulation, la reformulation que nous pouvons avoir concernant ce sujet. Problème philosophique. Ici, nous avons plusieurs problèmes philosophiques, comme tu peux le voir juste ici à l'écran. Premièrement, nous avons le problème de l'influence, le problème de l'influence, le problème de la place, le problème du rôle, le problème de l'impact même de l'inconscient sur le comportement du sujet. Il est donc simplement de comprendre que l'enfance représente la phase où l'homme adulte est inconscient. Et donc, il subit certaines épreuves, certains événements, certaines expériences qui le marquent à vie. Et ces expériences-là vont donc façonner sa personnalité adulte. Il est donc question de savoir ici si ce que l'homme a vécu dans son enfance influence de manière irréversible ce qu'il devient à l'âge adulte. Simplement, on veut donc savoir quelle est la place de l'inconscient, en fait, le statut ou alors l'impact qu'a ces expériences-là passées sur la construction de l'homme qu'on a aujourd'hui. Problématique donc, admettre que l'homme est le résultat de son enfance, n'est-ce pas remettre en question le rôle prépondérant de la conscience dans le psychisme humain? Cette attitude ne permet-elle pas à l'homme de se dérober de ses responsabilités? Effectivement, dès lors que l'on admet que l'être humain est inconscient, et donc nous sommes indirectement en train de donner la liberté à tout être humain de pouvoir se désolidariser de ses actes, de ses décisions. Donc, commençons avec le plan détaillé du développement. Première thèse, l'enfance comme fondement de la personnalité. Argument numéro 1, le déterminisme psychologique, qui révèle l'influence de la vie infantile sur le présent. Les premières expériences marquent, structurent et conditionnent l'enfance ainsi que ses comportements présents. C'est ici qu'on va voir une citation assez intéressante de Roger Bacher qui dit « L'inconscient agit en nous, sans nous et malgré nous ». Ils veulent dire ici que pendant qu'on est enfant, les expériences qui nous marquent comme les traumatismes peuvent façonner de manière irréversible notre personnalité, conditionner même l'attitude qu'on aura une fois à l'âge adulte. Argument numéro 2, l'homme n'a pas toujours la parfaite maîtrise des phénomènes psychiques. Plusieurs réalités psychologiques échappent au contrôle du moi, c'est-à-dire de la conscience, comme l'élapsie, l'oubli, les névroses. Sigmund Freud va dire, pour comprendre la vie psychique, il faut cesser de surestimer la conscience, parce qu'on aime souvent se targuer comme étant des êtres conscients, des êtres rationnels. Mais sauf que
du haut de notre conscience, nous n'avons pas toujours conscience ou bien connaissance, une connaissance claire de tous les phénomènes de la vie psychique. Il y a certains éléments, certains faits psychologiques qui nous échappent totalement. Pour donc comprendre la vie psychique ou bien pour donc comprendre la constitution de la personnalité humaine, il faut donc cesser de surestimer la conscience. Il faut accorder une part importante à ce qu'est l'inconscient. Transition donc, nous passons donc à l'antithèse. De ce qui précède, il ressort que l'homme semble être déterminé par son inconscient. Cependant, est-ce à dire qu'il n'a aucune marge de manœuvre dans la construction de sa personnalité? Parce que de ce qui précède, on va donc comprendre que l'homme semble être déterminé, bâti par ce qu'il a vécu par le passé. Autrement dit, un enfant qui a été traumatisé dans son enfance, une personne qui a été traumatisée dans son enfance, aura donc un comportement, disons, peu enviable à l'âge adulte. Mais sauf que, est-ce que cela est donc gravé dans le marbre? Est-ce que l'être humain, donc, en tant qu'être rationnel, en tant qu'être conscient, justement, n'a pas la possibilité de pouvoir inverser la tendance? C'est ce que nous allons donc voir à l'antithèse. Idée donc de l'antithèse, les limites de la pensée de Wordsworth, idée qu'on va présenter ici, l'homme comme projet et liberté. Argument numéro 1, et ça c'est un argument qui vient directement du texte, la preuve que le texte que l'on a sur l'épreuve peut parfois être très utile, même au niveau de la dissertation. Je vous suggère donc, lorsque vous avez donc l'épreuve devant vos yeux, de prêter attention, une attention mais alors particulière pour pouvoir déceler les éventuelles idées ou bien arguments qui se cacheraient dans le texte. Argument numéro 1, dans l'existentialisme. On explique ici que l'homme se définit par ses choix présents et non par ses traumatismes passés. L'homme n'est pas qu'un produit du passé, il est ce qu'il décide d'être. Une personne issue d'un milieu défavorisé ou violent peut décider par la volonté et l'éducation de devenir un modèle de paix et de réussite. Jean-Paul Sartre, dans ce sens, va donc dire, une fois jeté dans le monde, l'homme est libre et responsable de tout ce qu'il fait. L'existentialisme, donc, est une doctrine philosophique ici qui nous explique que l'être humain n'est pas obligé de reproduire les erreurs qu'il a subies ou bien accepter l'influence des événements négatifs qu'il aurait subis durant son enfance. Non, pas du tout. Il a la possibilité, et c'est ce que le texte nous apprend, et le pouvoir, même la responsabilité de se créer un avenir digne de lui, un avenir qui représente la dignité humaine. Argument numéro 2, donc la résilience. C'est la capacité de se reconstruire malgré les blessures de l'enfance. Un exemple assez marquant, c'est celui de Boris Cyrulnik, qui définit la résilience comme le processus de reconstruction après un traumatisme, souvent résumé par la célèbre phrase, je cite, « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre qui a vécu un traumatisme, mais alors énorme durant son enfance. Voyez-vous, ses parents, pardon, sont morts lors d'une déportation et il s'est donc retrouvé à être élevé par sa tante. Et il a vécu un certain nombre d'horreurs. Il était donc pourchassé parce qu'il était un juif, en fait. Mais malgré ces traumatismes-là, à l'âge adulte, il a pu renverser la vapeur au point d'utiliser ces, entre guillemets, traumatismes-là pour pouvoir se déterminer à être un neuropsychiatre. Il a donc écrit bon nombre d'ouvrages sur la résilience. Il explique justement l'importance de l'être humain de ne pas se plaindre ou alors se laisser abattre par les traumatismes, par les difficultés de l'enfance, mais surtout de se donner les moyens, en allant bien sûr vers les autres, de pouvoir remonter la pente. C'est ce qu'il appelle dans le concept de résilience. Nous poursuivons. Transition. À partir de là, l'homme en tant qu'être libre et responsable semble avoir le pouvoir sur son passé. Si tel est le cas, alors est-ce à dire que la pensée de Wordsworth est dénuée de toute valeur? De cette antithèse, donc, comprenons que l'homme a donc une marge de manœuvre déjà parce qu'il est libre et responsable, c'est Sartre qui le dit, mais ensuite parce qu'il doit, d'après Boris Cyrulnik, être résilient. Mais sauf que cela indique surtout qu'il a une marge de manœuvre assez importante sur la construction de sa personnalité. Est-ce que cela signifie alors que la pensée de William Wordsworth est donc dénuée de valeur? C'est ce que nous allons voir dans la synthèse. Synthèse donc, la valorisation de la pensée de Wordsworth. L'enfant n'est pas le dictateur de l'homme, mais son guide ou sa racine. L'argument numéro 1. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le vœu de Wordsworth n'est pas
au contraire de présenter l'être humain comme étant essentiellement inconscient ou bien défini uniquement par ses expériences infantile, mais davantage de nous mettre en garde contre la surestimation de la conscience. Effectivement, il explique de la nécessité d'intégrer les facteurs étrangers tels que l'inconscient à la conscience pour véritablement gagner en liberté. Parce que dès lors que l'on sait que nous ne sommes pas totalement libres, qu'il y a des faits qui nous échappent totalement, on peut donc davantage mieux agir, mieux réfléchir et mieux se comporter. Freud ici va donc dire l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et donc légitime. Oui, oui, parler de l'inconscient, c'est tout à fait normal parce qu'elle a une part d'ailleurs très importante dans la constitution psychique de l'individu. Il serait donc inopportun ou bien totalement inapproprié de ne pas lui accorder la place qu'elle mérite. Argument numéro 2, l'enfance influence mais ne le détermine pas totalement. Jean-Paul Sartre encore explique ici que l'important n'est pas ce que la vie a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce que la vie a fait de nous. Malgré les difficultés qu'on peut subir dans notre enfance, nous restons et demeurerons, justement, non, je reprends l'argument numéro 2. Argument numéro 2, l'enfance influence mais ne détermine pas totalement. Cette citation de Jean-Paul Sartre dit, l'important n'est pas ce que la vie a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce que la vie a fait de nous. On comprend donc ici qu'on a certes subi des traumatismes dans l'enfance, mais il nous appartient donc toujours de pouvoir être, comme va le dire Boris Cyrulnik, d'être résilient, pouvoir changer la donne, pouvoir se servir de cela non pas comme d'une béquille, mais davantage comme un moteur pour mieux faire, pour faire différemment. Conclusion donc, est la dernière partie de notre rédaction. Rappel du problème, au thème de notre analyse, nous avons examiné le problème de l'impact de l'inconscient sur le comportement des sujets. Je précise ici qu'il est important de préciser, de mettre un seul problème, le même problème qui a été présenté à l'introduction. Il n'est pas question de mettre deux problèmes différents, au contraire. Nous passons donc à la deuxième étape, le bilan. Nous avons d'abord exploré la thèse de l'enfance comme fondement de la personnalité. Ensuite, un effort supplémentaire de réflexion a montré le problème de l'homme libre et responsable sur sa propre vie. Enfin, une réflexion plus poussée révèle la nécessité d'une réconciliation entre notre passé et notre capacité d'être libre et responsable. Troisième étape et dernière étape, solution contextualisée du candidat. Wordsworth ne veut pas soumettre l'homme au déterminisme psychologique. Le père reste premier par rapport à l'enfant. En outre, l'auteur invite à une mise en garde sur la nécessité de considérer l'influence de l'inconscient dans la construction de la personnalité de l'homme. L'inconscient a un rôle à jouer. Et il faut donc tenir compte de ce rôle pour pouvoir parvenir à une construction plus aboutie de la personnalité de l'être humain. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et quelle session de baccalauréat souhaites-tu que nous abordons dans nos prochaines vidéos? J'espère que cette épreuve t'a été parfaitement claire. Si tu as des difficultés, des incompréhensions ou alors besoin de clarification, n'hésite pas à le préciser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Reste abonné, reste scotché, partage cette vidéo à tes camarades. Ça peut certainement beaucoup les aider. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. D'ici là, porte-toi bien.